Bonjour Eric Villain. Oui, bonjour. Je suis Merci. très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube du Cercle Peggy, hein, l'antenne orléanaise du Cercle Aristote, et surtout la chaîne qui, comme disait Peggy, ose dire ce qu'elle voit et voir ce qu'elle voit. Et C'est bien. c'est pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, hein, c'est pour ce livre qui s'appelle Plaidoyer pour un divorce. Dans cette vidéo, dans cette interview, voilà. Oui, parfait. Il était pour moi nécessaire d'assimiler cette notion de Frexit à un divorce. Au départ, l'histoire était belle, la mariée était belle, tout le monde devait convoler en juste noces et on devait faire la fête ensemble. Et on s'est aperçu au fil des années qu'il y a là-dedans l'un des deux conjoints qui a été trompé. Trompé parce que il y laisse sa liberté, trompé parce qu'il y laisse son patrimoine, trompé parce que on l'a induit en erreur, on lui a fait croire, on l'a fait miroiter tout un tas de choses et des choses qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, dans n'importe quel couple, quand l'un des conjoints maltraite l'autre, celui qui est maltraité a le droit à signer, à, 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 à aller au tribunal pour demander à ce que il y ait une rupture de contrat de mariage. Et ici, en l'espèce, nous sommes, nous les Français, en bon droit à demander cette rupture de contrat de mariage qu'on a avec l'Union européenne. Très bien. J'avais envie aussi de revenir sur votre parcours politique parce que, est-ce que vous avez, peut-être cru, à cette idée européenne, à cette idée que, voilà, on pouvait, travailler, ensemble, entre pays européens et qu'il y avait, une belle idée? Ben, comme je t'explique dans ce livre, mon adhésion au FN à l'époque s'était faite surtout sur cet angle de vue, cette vision de la politique souveraine de la France. Et c'est pour ça que ça soit à l'époque des élections ou du référendum de Maastricht, il était pour moi, j'ai été assez convaincu des arguments soit de Philippe Seguin, soit de Philippe de Villiers, soit de Florian Philippot, qui à l'époque était un jeune étudiant à l'ENA et à HEC. J'étais convaincu du discours de Jean-Pierre Chevènement. Cet angle souverainiste me paraissait déjà à l'époque quelque chose de fondamental dans ce cheminement que proposait la partie adverse, c'est-à-dire cette adhésion à l'Union européenne. Et c'est pour ça que j'ai adhéré donc au Front National de l'époque. Et Mmh. c'est pour ça aussi que j'ai suivi Florian Philippot quand il était au Front National, puisque ici en Moselle, il était même venu avec Marine Le Pen à l'époque, à deux reprises. La première reprise, c'est quand Marine Le Pen était venue à Schengen et que d'un geste magistral, elle avait jeté à la poubelle tout ce qui était traité européen et traité de Schengen. Mmh. Et quand on voit le parcours qui a été fait, le parcours qu'elle a fait aujourd'hui, on peut s'étonner comment ses électeurs peuvent continuer à adhérer aux idées du Rassemblement national, puisque c'est la succession du Front national, eux-mêmes qui étaient pour une sortie de l'Union européenne. Et après, dans la même lignée, j'avais été aussi avec Marine Le Pen ici dans la région de Forbach, visiter une usine de fabrique de fenêtres, de menuiserie extérieure. Et le patron de l'époque s'était plaint auprès de Marine Le Pen, qui le comprenait, que la concurrence des Polonais, donc la concurrence intra-européenne, était en train de mettre à mal tout un pan de l'économie française, puisque toutes les menuiseries extérieures, je prends un exemple bien précis, toutes les menuiseries extérieures aujourd'hui qui sont en France, 90% de ces menuiseries extérieures viennent de la Pologne. Donc, c'était l'époque où j'étais en pleine adéquation avec les idées du Rassemblement national, celles de Marine Le Pen et celles, bien sûr, de Florian Philippot. Et quand Marine Le Pen et le Rassemblement national, et aujourd'hui le Jardin de Pardella, ont renoncé à la défense de la souveraineté de la France, Mmh. naturellement, avec Florian Philippot, on a quitté ce parti qui était revenu sur ce qui était pour moi, pour nous, fondamental dans la défense de la souveraineté de la France.
qu'est-ce que, selon vous, a pu faire que le RN, hein, donc à l'époque où Marine Le Pen a perdu donc au second tour en 2017 et que Florian Philippot a claqué la porte du parti. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il a donc renoncé au Frexit et donc renoncé à de plus en plus de choses par la suite. Donc, est-ce qu'il cherche à plaire à des gens particuliers, à un public, à une clientèle, à Mais certains médias, ou voilà, qu'est-ce qui a fait que on est, il a... on est dans l'électoralisme pur et simple. C'est pas compliqué à comprendre. Au lendemain de l'échec de Marine Le Pen, de l'échec du débat et puis après de l'échec à la présidence de la République, ils ont fait le constat que avancer comme idée la sortie de l'Union européenne était pour eux un frein. Et ils ont préféré choisir le chemin de la facilité plutôt que de celui d'essayer de convaincre les Français. Et aujourd'hui, ils vivent sur une ambiguïté. Vous avez Oui, aujourd'hui Bardella qui annonce clairement que pour lutter contre les problèmes économiques français, il y a non seulement le fait d'essayer de réduire les dépenses, que je comprends, mais il y a aussi le fait de faire plus de production et donc plus d'argent, plus d'économie, de renforcer l'économie. Mais cet aspect-là ne pourra se faire que si l'on sort de l'Europe, que si l'on sort de l'Union européenne. mmh Avec la mh. monnaie, on a comme aujourd'hui comme contrainte notre monnaie, la monnaie unique. Tant qu'on vivra avec l'euro, on ne sera jamais compétitif. Seul le retour au franc nous permettra à nous, Français, de retrouver une monnaie, Mmh. une économie et une monnaie qui est en parfaite cohérence avec notre système économique et notre industrie. Et on est obligé, si demain on sort de l'Union européenne, si on sort de l'euro, puisque ça ira ensemble, on va dévaluer de 15-20% notre monnaie. Et du coup, on sera beaucoup plus compétitif sur le marché européen et le marché mondial. On aura des progressions, on aura donc de l'emploi, on aura donc des taxes qu'on pourra encaisser, on aura tous les 4 ans, tous les voyants seront ouverts. Et Bardella, aujourd'hui, met en avant ce processus tout en voulant rester dans l'Union européenne. Donc il y a une espèce de mensonge, de trahison, ça c'est évident, c'est clair, Mmh. des Français, et il y a une espèce de grosse naïveté de la part de l'électorat du RN qui voit en Bardella la tête de gondole qu'on lui vend, et de la même manière qu'on l'a fait pour Macron, la même manière qu'on l'a fait pour Sarkozy, ils sont là à essayer de se convaincre que Bardella, ça serait la solution. Pourquoi, dans l'opinion, on va dire, dans l'opinion générale, l'idée du Frexit, de la sortie de l'UE, fait peur? On a la chance aujourd'hui d'avoir je veux dire, un chef de file qui s'appelle Philippe de Villiers, qui Mmh. jouit d'une certaine visibilité à Mmh. l'antenne. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui le Frexit fait peur? Parce que le Frexit n'est pas défendu, parce que chaque fois qu'on parle du Frexit à l'antenne, ce sont les européistes qui en parlent, et bien Ouais. évidemment, ils sont là pour faire peur et pour angoisser tout l'électorat qui serait susceptible de comprendre que le Frexit est utile. Donc, à partir du moment où on peut avoir une visibilité, à partir du moment où il y a un réel débat, un vrai débat qui va s'engager avec des européistes, les forces traditionnelles, que ce soit chez Macron, les Républicains, le RN, même la gauche, hein, alors la gauche, c'est encore plus surprenant parce que sortir de l'Union européenne apporterait la classe qu'on appelle les travailleurs, apporterait de grandes perspectives de prospérité. Et la gauche est bien là aussi. C'est tout un contexte, c'est tout un monde qui n'a pas intérêt à ce que les choses changent. Et il faut, à force de discussion, de pouvoir convaincre, peut-être les campagnes électorales nous donneront l'occasion de pouvoir débattre ici localement, chacun chez soi, ou alors plus nationalement, de manière beaucoup plus souveraine, de pouvoir discuter, s'entretenir avec des gens pour pouvoir les convaincre. Et il y a qu'à aussi regarder ce qui se passe aussi aujourd'hui avec le Mercosur dans la ruralité. L'actualité travaille aussi pour le camp des Frexiteurs
en ce sens que, notamment dans les campagnes, dans la ruralité, il y a Oui. encore quelques années de ça, j'étais en contact avec beaucoup d'agriculteurs qui étaient complètement hermétiques, complètement fermés à cette idée de sortir de l'Union européenne, Mmh. parce que PAC, parce que, comme beaucoup de gens, le Frexit faisait peur. Aujourd'hui, quand je retrouve ces mêmes personnes, j'ai la chance d'avoir une oreille attentive qui me laisse dérouler mes arguments, tout simplement du fait que Van der Leyen, aujourd'hui, avec le Mercosur, montre à quel point les agriculteurs ou la ruralité française ou l'agriculture française est une espèce de variable d'ajustement qui est quasi nulle pour eux. Mmh. Comme beaucoup d'ailleurs, ils sont en train de se rendre compte que l'Europe n'est pas l'allié qu'ils pensaient avoir et que l'Europe aujourd'hui est beaucoup plus qu'un ennemi. Ça devient, c'est un problème, c'est un ennemi pour eux. La France a de nombreux atouts. Mmh. Elle a sa surface maritime. Elle Mmh. a aussi et surtout son nucléaire et son électricité et ses centrales nucléaires. Mmh. Et ce qui fait l'atout majeur, même incontournable, qui nous permet à nous Français de voir une sortie de l'Union européenne avec une certaine sérénité. La sortie de l'Union européenne, ça va pas évidemment, ça va pas être une chose très facile. Ça va être des négociations, ça va être des discussions, ça va être des rapports de force, et ça va être aussi une interdépendance, puisque même si demain la France n'est plus dans l'Union européenne, elle reste quand même un partenaire économique. Nous, on aura besoin d'un marché aussi, de travailler, de pouvoir vendre dans un marché européen, puisqu'il y a la proximité des pays européens. Mais notre force à nous restera quand même l'énergie, puisque on sera libre à ce moment-là de pouvoir fixer le prix de notre kilowattheure comme Mmh. on l'entendra. Il y aura un pouvoir d'achat qui sera augmenté pour les ménages, puisqu'ils auront beaucoup moins de charges d'électricité à payer, et surtout pour les entreprises qui verront leur note de facture d'électricité baisser de manière vertigineuse, et ce qui les rendra encore plus concurrentiels. Donc on aura d'un côté des coûts moins à la production, on aura de l'autre côté une valeur, un franc qui sera beaucoup plus compétitif, et tout ça nous permet d'envisager, de penser que la sortie de l'Union européenne, même si dans les 6 premiers mois, les 8 premiers mois, risque d'être une période tendue et difficile, nous laisse entrevoir les 2, 3, 4 années qui arrivent une grande prospérité et un essor économique de l'économie française. Euh, tout- Toute sortie de l'Union européenne, tout Frexit devra indispensablement être basé sur la confiance populaire. Et un Frexit se fera, bien sûr, ne pourra se faire ici en France, bien sûr, qu'après un référendum. Et tout ça, il appartiendra aux dirigeants d'être convaincants, et il appartiendra au peuple français d'être à l'écoute et d'être en confiance avec ses dirigeants. Et tout est possible à partir du moment où vous avez la volonté de le faire. Tout est Mmh. possible. Et comme dit Florian Philippot, le Frexit n'est qu'un moyen pour retrouver sa liberté. On ne peut pas prédire ou présumer ou préjuger de ce qui va se passer après. On en a une idée assez précise. Mais quand vous sortez, quand vous évadez d'une prison et que vous traversez la campagne la nuit, ou vous traversez un bras de mer à la nage la nuit, vous ne Mmh. savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Tout ce que Oui. vous savez, c'est que vous avez récupéré votre liberté. Et c'est ça l'essentiel. Et à partir du moment où vous avez votre liberté, tout est permis. Vous arrivez, on va se retrouver en zone libre. On ne sera plus les esclaves de cette Union européenne. On sera affranchis de cette Union européenne. Et c'est bien là l'essentiel pour nous. On pourra reconstruire un tissu industriel, on pourra reconstruire, on pourra garder un système social, on pourra, là encore aussi un autre traité, tout ce qui concerne les accords de libre-échange
avec l'Union européenne. On pourra aussi, comment dire, pas renvoyer chez eux, mais reconsidérer la situation des travailleurs détachés. Je veux dire que les travailleurs détachés, c'est pratiquement 80 000 personnes à 100 000 personnes qui travaillent ici en France, dans le bâtiment ou dans la restauration, et qui payent leurs cotisations sociales qui sont bien moins chères dans leur pays d'origine. Donc, il y a tout un tas d'endroits où il y aura des économies qui vont se faire, il y aura même des gains, des profits qui vont se faire. Et on est convaincus, nous, Frexiteurs, que ce passage obligé apportera ou redonnera à la France sa grandeur et sa souveraineté. De toute façon, il n'y a même pas d'autres questions à se poser, puisque rester dans l'Europe, ça fait disparaître la France. C'est le projet néfaste, pardon, le projet néfaste qu'ont les européistes, c'est de faire disparaître la nation française. Et nous, notre projet, c'est l'inverse, bien évidemment. Mmh. Donc oui, oui, la nation peut disparaître, le peuple, peut disparaître, ce qui fait notre, on va dire notre industrie, nos savoir-faire, peuvent, disparaître. Donc, est-ce que quelque part le temps est compté, j'ai envie de dire? Bien sûr, le temps est compté, et c'est pour ça que cette prochaine élection présidentielle Mmh. devra marquer sera un moment décisif pour l'avenir de notre nation, où les Français comprendront que le sursaut français qu'on attend ne pourra se faire que avec une sortie de l'Union européenne, et ils devront à ce moment-là voter pour le seul candidat souverainiste qui sera présent, ou ils continueront à accepter, à gober ce que le système veut bien leur vendre. Et en l'occurrence, je vous disais tout à l'heure, après Sarkozy, après Macron, ça sera Bardella. Mmh. Je revenais d'ailleurs, je retourne sur, le livre, hein, donc Plaidoyer, pour un divorce, hein, Éric Villain. Donc où vous parliez justement de l'histoire, on va dire de notre, asservissement, progressif, hein. Donc vous parlez, bah, déjà de l'histoire de la monnaie, en quoi la monnaie, est un instrument, de souveraineté et en quoi, ben, l'euro, a fait qu'on perd, donc cette souveraineté et aussi, ben, l'histoire de la construction européenne, hein, qui s'est fait sur une période, assez longue, c'est-à-dire, à l'échelle d'une vie humaine, hein, donc c'est-à-dire, voilà, on peut remonter il y a 75 ans en arrière, la déclaration de Schuman, la CECA et cetera, donc la CE où il y avait, 6 pays, voilà, donc tout ce que disait, Jean Monnet, à l'époque sur, l'idée, qu'il fallait, une sorte de nation, européenne, hein, notamment, donc voilà, c'est un projet qui s'est fait, sur le temps long, étape après étape, traité après traité, hein, donc voilà, il y a eu l'acte unique en 86, il y a eu Lisbonne il y a eu Maastricht en 92, Lisbonne en 2005. Donc voilà, c'est un peu une Union européenne qui avance quelque part par effet cliquet et donc qui ça franchit de plus en plus. Hein, voilà, on a l'exemple du référendum de 2005, ça franchit de plus en plus de la vie des peuples notamment. Donc oui, c'est vrai que c'est une construction lente, mais voilà, qui accélère un peu. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que ouais, ben, ça accélère davantage? Comment? Il y a une prise de conscience aussi, il y a une prise de conscience aussi des peuples. Et on regarde en Hongrie, on regarde aussi ce qui se passe en Allemagne avec l'AfD. Il Mmh. y a aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, beaucoup de peuples et beaucoup de dirigeants et beaucoup de chefs de partis qui ont compris le système, et même en Allemagne, alors qu'on peut penser que l'Allemagne a été faite pour l'Europe, pardon, l'Europe a été faite pour l'Allemagne. Euh, Même en Allemagne, l'AfD est en train de réclamer aussi un Brexit, une sortie de l'Union européenne de l'Allemagne. Oui. Ceci prouve qu'il y a une prise de conscience de cette oligarchie supranationale qui veut diriger les peuples sans l'avis des peuples. Et il y a de la clairvoyance qui se fait voir. Et même, si vous voulez, même en Italie, où cette notion anti-Europe a permis à Meloni d'être élue, il y a des partis aujourd'hui beaucoup plus clairvoyants qui se rendent compte que Meloni, là aussi, a joué, comme peut-être Bardella est en train de le faire, a joué sur une ambiguïté
Et Mélanie n'a plus la cote qu'elle avait au départ, au début de son mandat. Tout simplement parce que elle s'est inscrite elle aussi dans cette idée, dans cette ligne d'Union européenne où l'immigré ou le migrant a sa place et jamais l'Italie n'a autant validé n'a jamais autant validé d'immigration que depuis le passé. Et pendant ce temps-là, on ne parle plus de Zelensky et on continue à envoyer des chèques. Von der Leyen continue à faire ses chèques à Zelensky sans Oui, sans que personne ne soit au courant. on parle plus de Zelensky, on ne parle plus de l'effet Epstein, on ne parle plus On ne parle plus de, des enfants qui ont tué on parle Courtin, plus de donc oui, Mercosur, on ne parle on plus se rien. penche sur d'autres, quoi. Ah, Ouais, des Mercosur aussi, ouais, en effet. c'est des écrans de fumée bien utiles. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, ouais, il y a eu salon de l'agriculture qui est un peu passé inaperçu. D'ailleurs, il n'y avait plus de vaches à ce salon de l'agriculture, donc Bah, ça- moi, j'ai connu le centre de l'agriculture, j'y étais la veille de la fermeture, quand il ouais. y a eu le Covid. Aujourd'hui, c'est un centre de l'agriculture sans vaches. Vous Mhm. auriez dit il y a 20 ans, il y aura des centres d'agriculture sans vaches, personne ne vous aurait cru. La prochaine fois, bah, il y aura plus ni les chèvres, ni les chevaux, ni je sais pas quoi. Et puis, on va supprimer le centre de l'agriculture parce que le centre de l'agriculture, on va considérer qu'il ne sert à plus rien. D'ailleurs, beaucoup Mhm. d'exposants aujourd'hui sont en train de faire les comptes et se sont rendus compte qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, tout Ouais. doucement, on va essayer de supprimer. On y va à petite dose, si vous voulez. On inocule tout doucement ce poison de l'Union européenne à différents endroits du corps et puis tout est en train de s'atrophier et l'Union européenne prend le contrôle de notre agriculture en ce moment et par les accords du Mercosur. Et encore, les accords du Mercosur, on connaît un petit peu, on en connaît aujourd'hui beaucoup plus, mais il y a d'autres accords qui sont Mhm. en ce moment dans Des les, traités, ouais. dans les dossiers et c'est pas fini. Oui, oui, en effet, ouais, il y a beaucoup de traités, hein, donc il y a le traité du Mercosur et puis il y a tous les traités qui sont passés et qui vont venir, hein, donc encore celui avec l'Inde. Et Voilà, absolument. justement, ouais, Mmh, voilà, oui, donc ça, il faut vraiment en parler parce mmh, que personne n'en parle et c'est quand même mmh. fondamental parce que ça concerne surtout ce qu'on mange en fait, ce qu'on mange et la qualité, le prix aussi des produits également. Donc ce qui fait qu'on va toujours préférer un produit moins cher et de moindre qualité, un produit local mais plus cher à produire, quoi. Donc ce qui est un peu paradoxal, c'est parfois même comme ça. Donc dans le livre, j'en reviens au livre, vous avez un plan pour ben, dénoncer ces fameux traités, hein, et notamment tous les traités européens qui nous mettent pieds et poings liés, hein, quelque part, hein, notamment le TFUE, pour aller vers le Frexit avec le fameux article 50. Donc est-ce que vous pensez que d'ailleurs la France peut sortir seule de l'Union européenne ou bien plutôt de façon concertée avec des pays sont sur une ligne eurosceptique, qui sont assez hostiles aux injonctions de Bruxelles, afin de détruire l'UE comme institution, hein. C'est ce que préconise par exemple Nicolas Dupont-Aignan. Je sais pas, et là, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut largement supposer que si la France venait à quitter l'Union européenne, il y aurait d'autres pays qui la suivraient. Mm. Euh, on parle des conséquences de la sortie de la France en France de l'Union européenne. On ne parle pas des conséquences de la sortie de l'Union européenne de la France au sein de l'Union européenne. Et je pense que au sein de l'Union européenne, il y aurait des tremblements de terre qui pourraient fragiliser bien sûr l'euro et qui pourraient aussi faire en sorte qu'il y a certains pays qui viendraient à se ressouder, se resserrer autour de l'Union européenne, peut-être autour de l'Allemagne. Mais je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de pays qui suivraient la France et l'Union européenne, à ce moment-là, serait condamnée à disparaître. L'article 50 du traité oblige quelque part à une négociation de sortie. Et je crois que la France ne pourrait pas avoir de possibilité que de négocier avec ses partenaires et avec l'Union européenne. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France, comme tous les pays de l'Union européenne, cotise au budget de l'Union européenne et elle cotise à la date N et à la date N+1, l'Union européenne renvoie les subventions
qu'elle a touché des pays donateurs l'année d'avant. Donc, au moment où nous, on va sortir de l'Union européenne, il faudra être assez vigilant et choisir une fenêtre de tir où on sera dégagé de nos engagements financiers et où on sera en attente des retours des paiements de l'Union européenne, notamment, surtout en ce qui concerne la PAC. Donc, forcément, ça se passera par une négociation. Personne n'a intérêt, comme je vous le disais avant, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des frictions Mmh. entre celui qui sort et ceux qui restent. Tout Mmh. ça, c'est comme si vous voulez, c'est comme avec la Grande-Bretagne. Bien évidemment, la Grande-Bretagne avait sa monnaie, n'était pas obligée de sortir de la zone euro, ce qui était un peu plus simple pour eux. Mais tout ça ne peut se faire que par la négociation, à mon sens. Mmh. Alors, on va arriver, doucement vers la fin de cet entretien. Donc, est-ce que vous avez, un personnage, une personnalité politique, historique, qui vous inspire ou peut-être une citation qui vous inspire aussi également? Ah, bien évidemment, on peut pas être amoureux de la souveraineté française sans citer Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ce qui est amusant aussi, Charles de Gaulle, beaucoup de monde Mmh. se réfère aujourd'hui à Charles de Gaulle et notamment Oui. au sein du Rassemblement national, où je vois ces jeunes députés prétendre être gaullistes ou avoir derrière eux l'effigie ou un tableau du général de Gaulle. Mais le général de Gaulle n'aurait jamais accepté une monnaie commune. Le général de Gaulle n'aurait jamais accepté d'être aux ordres d'une von der Leyen. Aujourd'hui, Mmh. le Rassemblement national se couche devant von der Leyen, se couche devant tout ce qui est européen, de peur d'entrer dans un vrai débat de fond et de perdre des électeurs. Et si j'avais une citation, c'est celle qui est à la première page de mon livre, la souveraineté ne se délègue pas, elle s'exerce. Et la souveraineté doit s'exercer, on doit le montrer, on doit le prouver. Et c'est tellement. La souveraineté ne peut être que l'avenir de la France, et de l'avenir d'ailleurs de tous les pays, mais je suis français, et c'est bien là mon seul bonheur, c'est que la France un jour retrouve sa liberté, retrouve sa souveraineté, retrouve qu'elle redevienne, comme je le dis à la fin de mon livre aussi, qu'elle redevienne solaire, qu'elle redevienne ce pays Mmh. qui était quelque part la lumière du monde. Oui. Très belle référence, hein, le général de Gaulle et surtout le général de Gaulle, authentique, tel qu'il était, quoi. Donc, et par rapport à, 2027, par rapport à l'avenir, hein, 2027, 2032 et cetera, qu'est-ce que l'on peut espérer? Qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant que souverainiste? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les camps souverainistes, le camp national et puis les Français en Mais général? le camp souverainiste, aujourd'hui, je ne parle même plus moi du camp national, je parle du camp souverainiste parce que Mmh. le camp national, on y met beaucoup de choses dans le camp national. Pour Mmh. moi, les candidats comme Zemmour ou comme Bardella ou comme tous ceux qui veulent rester dans l'Europe ce sont des gens qui se prétendent de droite nationale, mais en réalité, ce sont des gens qui sont mondialistes et qui veulent conduire la France en lui tenant le bras jusque dans la tombe. Je souhaite, moi, à la France, et je souhaite aux Français, que la famille souverainiste puisse se regrouper derrière un homme dont j'estime qu'il a la compétence, qui a l'autorité, qui a l'intelligence, qui a le sens politique. Et pour moi, cet homme-là, si c'est pas Florian Philippot qui demain sera candidat à l'élection, je n'imagine pas qu'un autre candidat en dehors de Philippe de Villiers puisse incarner le clan souverainiste. Ça n'enlève rien Mmh. et aux patriotes, nombreux sont les jeunes adhérents et les jeunes militants avec leur force, avec leur énergie. C'est au contraire, c'est rassurant et c'est même plaisant de voir toute cette jeunesse qui est capable de se mobiliser, mais toute cette jeunesse doit se mobiliser derrière un chef de file. Et je pense qu'aujourd'hui, Philippe de Villiers a toutes les compétences pour l'être. Ouvrage, très intéressant, très pédagogique, hein. Je le recommande et j'étais très heureux de faire, cette interview, avec vous, monsieur Éric Villain. Merci.
C'est très gentil de ta Merci part. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà À très et bientôt. encore merci, à bientôt et à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des pouces et à commenter et à partager cette vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.